Alors, nous restons en Afrique, mais cette fois-ci au Bénin. Et je vais laisser la parole à Laurent Houndeton, qui est justement ingénieur biomédical et directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au sein du ministère de la Santé du Bénin. Alors, nous allons voir au travers de son témoignage quelle est la stratégie gouvernementale de prise en charge des patients Covid au niveau des structures sanitaires qui a été décidée par le Bénin et comment cela se traduit en fait en termes d'implication des biomédicaux. Alors, Laurent, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci Cathy. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter la spécificité du Bénin en termes de création et d'organisation d'une unité de COVID-19 et m'appesantir sur un exemple, celui de l'hôpital de zone d'Alada, qu'on a transformé en unité de COVID-19. Laurent, vous pouvez mettre en plein écran votre présentation, s'il vous plaît. D'accord. Avec le petit... Merci. Oui, je vous en prie. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai brièvement du Bénin qui est subdivisé en 12 départements, 77 communes, et l'organisation de soins qui se fait à 3 niveaux. Il y a le niveau national, qui est représenté par le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Nous avons 5 hôpitaux départementaux, 28 hôpitaux de zone, c'est-à-dire des hôpitaux de district, et 945 centres de santé. Et à la date d'aujourd'hui, la situation épidémiologique en termes de COVID-19 se présente comme suit. 2194 cas confirmés, 1793 guéris et 40 décès. Quelle a été la stratégie gouvernementale pour la réponse contre COVID-19? C'est de ne pas prendre en charge les cas positifs de COVID-19 au niveau des structures sanitaires habituelles, traditionnelles. Donc, il a été retenu de mettre en place des centres dédiés de prise en charge et de traitement. Donc, 3 sites ont été rapidement installés, 3 unités. Une unité à Cotonou sur les installations de l'ex-école nationale de police. Il y a une autre unité qui a été installée au sein de l'hôpital de zone de Alada, toujours au sud du pays, et on a dû délocaliser les services de cet hôpital dans un autre centre de santé. Et puis au nord du pays, nous avons un autre site qui a été installé au niveau de l'hôpital des instructions des armées à Parakou. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes en train de construire 2 autres centres sur le budget national. Il s'agit du centre de l'unité de COVID à Agboumé-Calavi et d'une unité de COVID à Natitengu au nord, avec une projection de construction de 4 autres. Et comme vous le voyez ici représenté sur la carte du Bénin, 4 autres sur le financement de la Banque islamique de développement. Il s'agit d'une unité à Porto Novo, une autre unité à Abomey, une à Lokossa au centre, et puis une au nord à Parakou, qui pourra remplacer plus tard l'HIA de Parakou, l'hôpital des armées de Parakou, momentanément pris comme unité de COVID-19. Quel a été le rôle de l'ingénieur biomédical dans toute cette stratégie? Il faut noter que plusieurs commissions ont été mises en place dans l'organisation administrative pour gérer Covid et les ingénieurs biomédicaux ont été impliqués dans la commission logistique. Pour ce faire, nous sommes habilités, et comme nous le faisons d'ailleurs avec tous les partenaires, à définir l'explication technique de tous les équipements objets de commande publique. Après, nous faisons des formalités de dédouanement et d'enlèvement. Nous avons le lead pour ça. Et puis, nous avons le lead pour la réception et l'installation des équipements. Il faut reconnaître qu'on en a acheté assez parce que l'espace aérien béninois n'a pas été du tout fermé depuis le début de la pandémie. Donc, nous avons acquis plusieurs équipements à travers plusieurs financements, les QPCR, les centrifugeuses réfrigérées, les postes de sécurité microbienne, les portiques de décontamination qu'on a installés au niveau des aéroports, des respirateurs, des moniteurs de surveillance et des ambulances.
Nous avons aussi pour mission de former les utilisateurs à l'utilisation des équipements, notamment des respirateurs que nous avons acquis venant de la Chine, où nous étions obligés de former plusieurs fois les utilisateurs. Une première fois, ça a eu quelques difficultés, mais avec le fournisseur chinois, on a dû avoir la déclinaison en anglais. Tout était venu en chinois. Donc, à base de la déclinaison en anglais, on a dû former et les gens, et aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, nous avons la gestion des équipements et de tout autre type d'intrants. Parce que, vu l'organisation et ce que ça demande comme effort, on s'est vu confier la gestion des intrants, des épis et gants, donc en termes de toute la logistique qui accompagne la gestion de cette pandémie, nous la gérons au niveau du service biomédical. Et nous assurons la disponibilité permanente de l'oxygène. Il faut reconnaître que nous avons plusieurs installations de production d'oxygène qui sont tombées en panne avant la pandémie à COVID-19, d'où l'obligation pour nous de faire des contrats. Nous avons fait des contrats avec Air Liquide sur plusieurs financements, financement belge, financement de la Banque mondiale, financement du budget national, pour assurer la disponibilité de l'oxygène au niveau des unités de prise en charge de COVID-19. Et puis, nous faisons la maintenance des équipements. Je vous dirai tout à l'heure le protocole qu'on a mis en place pour assurer la maintenance de ces équipements en période COVID. Et puis, nous avons su gérer intelligemment la délocalisation de l'hôpital de zone d'Alada, qui a quitté ses lieux habituels et pour un centre de santé dont la capacité ne permettait pas de recevoir tous les services de cet hôpital. Donc, on a essayé de faire des priorités pour installer l'hôpital sur un autre site. Voilà affiché le protocole que nous utilisons dans le contexte COVID pour la maintenance des équipements. Nous avons un call center qui reçoit l'appel du logiciel du coordinateur de l'unité COVID et qui dit qu'il y a souci sur tel équipement. Et nous nous assurons de la présence ou non d'un malade COVID dans la salle où nous sommes appelés à intervenir. Après, on s'assure avec le logiciel du site de la disponibilité des dispositifs, des dispositions de respect des gestes barrières. Est-ce que les dispositifs de lavage de mains sont en place? Est-ce que les moyens de protection des techniciens qui vont intervenir, notamment les équipements de protection individuelle, ne sont pas en rupture et sont disponibles? Et dès que tout ça s'est rassuré, l'équipe se mobilise, prend le véhicule pour se déplacer vers le site. Mais arrivé au site, il faut d'abord noter que dans le véhicule, déjà, nous recommandons à nos techniciens d'observer la distanciation sociale de moins 1 mètre et l'obligation de port de masque. Sur le lieu, quand le technicien ou les techniciens arrivent, ils ont l'obligation de se laver à l'eau, soigneusement à l'eau et au savon, dans la zone déjà verte. La zone verte est la zone dans laquelle il n'y a pas encore des malades. Et ça, au niveau des dispositifs disposés dans toutes les unités de COVID. Après, ils essuient les mains avec les papiers essuie et les jettent dans les poubelles qui sont disposées à côté de ces dispositifs de lavage de mains. Maintenant, ils prennent contact avec le logiciel pour prendre l'équipement de protection individuelle. Et avec l'aide de l'hygiéniste, ils les portent, mettent leurs chaussures et demandent, avec l'aide de l'hygiéniste, font leur entrée dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone dans laquelle il y a des malades infectés, et dans la salle d'intervention. Dans la salle d'intervention, c'est prescrit, pas de communication avec le ou les malades. Et puis, s'ensuit le contact avec l'appareil. Il est dit obligatoire de désinfecter l'appareil avec une lingette mouillée de l'eau désinfectante et de la jeter dans la poubelle. Après, on procède à l'intervention. Après l'intervention, on désinfecte encore l'appareil et après, on sort en prenant le circuit de décontamination du personnel soignant. Je veux dire et préciser que dans toutes nos unités de prise en charge de COVID, nous avons mis en place des préfabriqués
a dit pour tracer un circuit de décontamination du personnel soignant. Donc, le technicien de maintenance emprunte le même circuit que le personnel soignant qui a soigné son malade. Voilà affiché à l'écran un exemple, un technicien qui a fini et qui a repris le circuit de décontamination. Au fond, là-bas, il y a un conteneur de préfabriqué dans lequel il va enlever son épi avec l'aide de l'hygiéniste. Il va se doucher proprement et reprendre ses habits propres pour repartir dans la zone verte. Et là, ici à côté, vous voyez, ça c'est une installation de cabine de décontamination en panneau sandwich. Ici, c'est une installation d'une cabine technique. Et il faut reconnaître, il faut dire que tout le circuit de décontamination est automatisé avec un suivi depuis ici, depuis cette cabine dans laquelle se trouve un hygiéniste. Et avec écran caméra, il donne des instructions au personnel pour lui dire les gestes. Quand est-ce qu'il faut enlever les gants? Quand est-ce qu'il faut enlever les lunettes, l'épi, les jeter à la poubelle? Donc, c'est de cette cabine-là que tout est orienté. C'est vrai que tout ça se fait avec un effectif très réduit. C'est 6 techniciens de maintenance qu'on a organisé en 3 binômes et qu'on a mis en astreinte avec une programmation dans le temps bien clair, connue de tous, et 7 jours sur 7 jours. Et 2 ingénieurs biomédicaux, le chef de service gestion des équipements de maintenance et moi-même, qui organisons la coordination. Et puis 2 véhicules mis spécifiquement dédiés à cette activité pour assurer la liaison des techniciens. Il faut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est l'achat de Parakou, l'hôpital d'institution des armées de Parakou. Et c'est les nouvelles installations que nous sommes en train de construire. Ici, nous sommes à Latitengu avec une équipe, tout d'éléments pour aller évaluer l'évolution des travaux. Les difficultés, il faut dire qu'il y en a assez parce que les projets de passation de marché sont lourds. On a dû faire recours à une structure de loi 1901, la centrale d'achat des médicaments essentiels du Bénin, pour pouvoir contourner un peu les projets de passation et mettre à disposition les ressources à cette structure pour acquérir des équipements. Nous avons eu des difficultés à acquérir des respirateurs parce que, comme vous le savez tous, il y avait eu tension sur les marchés de dispositifs médicaux. Tout le monde demandait, tous les pays demandaient. Donc, ça n'a pas été facile pour nous d'avoir les respirateurs. Mais on a commencé par avoir quelques-uns. Et puis, difficulté de production d'oxygène, je vous ai dit, panne sur nos installations. On a dû faire recours à des contrats. Et puis, on a bénéficié maintenant d'un financement de l'Union européenne pour remettre en état toutes nos installations de production d'oxygène. Il faut noter aussi que nous n'avons pas eu de pression négative dans les unités de COVID-19 mises en place. On a voulu en acheter, surtout les mobiles, mais vu la tension, ça n'a pas été possible. Donc, après ça, nous avons été sollicités pour diverses autres choses, c'est les groupes électrogènes. C'est le dispositif de la rue de main qu'il faut aller même maintenir, entretenir. Tel ne fonctionne pas, on nous appelle, on est obligé d'aller pour faire tout ça. Et puis, l'autre difficulté, c'est que nous avons planifié au niveau de la direction des infrastructures d'exploitation de la maintenance des activités qui sont nos activités traditionnelles pour 2020, mais qu'on n'a pas pu exécuter du fait de ce que nous sommes tous absorbés par COVID-19. Effectif réduit, voilà. Et puis, c'est beaucoup de défis qui nous attendent. Et après COVID, on a plusieurs équipements dont il faut assurer la maintenance. Donc, on est obligé de nous organiser et de planifier la maintenance de ces équipements-là, qui n'étaient pas prévus à venir à grand volo sur notre parc. Et puis, renforcer le système de santé, parce qu'on s'est rendu compte que le système de santé a eu quelques faiblesses, surtout en termes d'équipement de prise en charge des détresse respiratoires. Et sur plusieurs financements, nous nous attelons à renforcer le système sanitaire par la planification de la question de ces équipements-là. Merci. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage illustré de l'expérience au Bénin.
Merci aussi d'avoir partagé avec nous finalement ces difficultés et ces défis qui restent à surmonter. C'est vrai que tout ce qui concerne l'arrivée de nouveaux équipements dans ces structures, même si on comprend que les questions d'approvisionnement se sont posées, mais effectivement, l'arrivée des nouveaux équipements ne doit pas faire oublier toutes les problématiques de maintenance et de formation des utilisateurs. Merci aussi d'avoir rappelé comment il était important aussi pour les techniciens biomédicaux qui interviennent dans les unités Covid de se protéger aussi du risque de décontamination, puisqu'on avait évoqué ça pour les personnels soignants, mais effectivement, ces personnes qui interviennent doivent prendre les bonnes dispositions. Donc j'espère que le protocole que vous avez donné pourra en inspirer d'autres. Alors, les présentations de nos intervenants sont terminées. Alors, je passe maintenant la parole à mon collègue Augustin pour l'animation du temps de questions-réponses et je vous retrouve juste après. Merci.